Alors, toi, tu raisonnes beaucoup à l'échelle d'un scénario qui serait plutôt français. Hein, Oui. on essaie d'imaginer quelque chose qui poursuit d'ailleurs un peu un article qu'il y avait eu dans le Monde diplomatique, que j'ai déjà cité souvent ici, Scénario pour un bras de fer. Hein. Il y avait un article du Diplo d'il y a un an, octobre 18, je crois, qui s'appelait Scénario pour un bras de fer, dans l'hypothèse où une gauche radicale parviendrait en position de conquérir la présidentielle. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Quels seraient les rapports de force? Gigantomachie, on y revient. Comment le capital anticiperait l'éventuelle victoire de la gauche radicale en agenouillant financièrement la France. Et toi, tu déplies à nouveau des petits dispositifs de voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour se mettre à la hauteur de l'événement, de sa conflictualité, avec le risque de la guerre civile. Alors toi, tu dis contre le risque de la guerre civile, il faut que les foules soient mobilisées dans la rue. Hein, en gros, il faut que les foules accompagnent en quelque sorte une conquête du pouvoir pour faire sentir aux dominants d'hier à quel point ils sont devenus les dominés d'aujourd'hui et que ce n'est pas la peine de la ramener. Oui. Et parmi les mesures que tu proposes, réinstauration flash d'un contrôle des capitaux sorti de l'euro, donc reprise en main immédiate de la Banque de France, mais aussi nationalisation des banques par simple saisie et surtout suspension, voire expropriation des médias sous contrôle du capital. Alors là, tout de suite, tout le monde va te dire « Ah, c'est pas la démocratie, attention, dictature ». Alors déjà, il y a plein de questions qui se posent dans toutes ces mesures-là, parce que les médias sous contrôle du capital, j'imagine qu'a priori, c'est leur modèle économique quand ils sont sous la dépendance directe d'un industriel capitaliste. Mais qu'est-ce qu'on fait des médias de service public qui sont quand même indirectement sous contrôle de l'idéologie du capital? Aujourd'hui, c'est pas Radio France ou France Télévisions qui vont tenir une ligne anticapitaliste. Oui. Je ne sais pas. Alors là, pour le coup, je ne sais pas par quel bout l'attraper. Peut-être par le petit bout de cette histoire de médias. Ouais. Non, pardon, par l'autre bout, excuse-moi. Il faut, si tu veux, moi, tout mon propos dans cette section, c'était d'indiquer avec précision quelles sont les données réelles, je veux dire sans se raconter des histoires, d'une hypothétique expérience gouvernementale d'une gauche à peu près de gauche. Bon. Et en réalité, c'est extrêmement exigeant. Et je voulais en passer par là parce que il y a tout un débat. Alors là pour le coup, le débat est extrêmement vif et tranché, hein, avec la mouvance de l'ingouvernable, etc. Pas seulement avec elle, hein, d'ailleurs. Un débat quant à la question préjudicielle de savoir si la prise électorale du pouvoir d'État est simplement pertinente. Bon. Et il y a beaucoup de bons arguments pour répondre que non. Il y a beaucoup de bons arguments, ceux qui disent, je veux dire, un gouvernement, c'est quelques dizaines de types dans des palais officiels, hein, et c'est rien d'autre, qui ne peuvent rien si les couches plus basses de l'appareil d'État ne suivent pas, si elles ne collaborent pas. Donc, je veux dire, il y a toute la structure profonde de l'appareil d'État qui doit être convaincue de suivre, et sinon, il ne se passera rien. Et on sait bien comment ont été défaites en race campagne des expériences gouvernementales de gauche, entre guillemets, qui n'avaient pas pensé la chose, mais du tout. Tout simplement, les socialistes en 81, etc., sont arrivés avec, tu vois, là, cette espèce de fantasmagorie. On prend l'État c'est nous, on mène notre politique et c'est terminé. Évidemment, rien de tout ça ne s'est produit pour plein d'autres. Bon. Donc c'est une objection qui est loin d'être négligeable. Mais contradictoirement, en face, on peut aussi se dire la chose suivante, c'est que le capital est une puissance macroscopique et qu'une puissance macroscopique n'est jamais défaite ou renversée que par une puissance du même ordre de grandeur. Et que des puissances constituées du même ordre de grandeur, on n'en a pas des masses sous la main, et il y a celle de l'État. Et que c'est pour ça que la question n'en finit pas de se poser tout de même. Ouais. Et c'est pour ça que le débouché électoral continue d'avoir ce pouvoir d'attraction sur beaucoup de personnes qui pensent plus ou moins les difficultés de l'expérience gouvernementale si elle se concrétisait, etc. Et moi, j'ai voulu indiquer quelles étaient les données, les données réelles, et elles sont sévères. Elles sont sévères.
Quasiment dissuasive. Hein. Moi, je trouve que c'est quasiment dissuasive. Mais effrayant. Oui, mais au moins, si on se les représente de manière claire et distincte, on peut commencer à y faire face convenablement. Moi, je pense qu'une expérience de gauche, au sens d'une gauche institutionnelle, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, on pense à la France insoumise. Dans les données du jeu électoral présent, une expérience de gauche institutionnelle modérée telle que celle-ci est impossible, je le dis. Elle est vouée à muter endogènement jusqu'à un point de bifurcation décisif où l'alternative, c'est soit de s'affaler, soit de passer un seuil, ou alors là, on entre dans toute autre chose. Ce que tu appelles le point L. Voilà, je l'appelle le point L, et c'est le point L comme Lénine. Ce que je veux dire par là, c'est que en 40 ans de néolibéralisme, le capital a déplacé ses normes de ce qui lui est acceptable et de ce qui lui est inacceptable. Il a déplacé ce que j'appellerais, pour faire image, sa position psychique. Tu vois, on en revient aussi aux chefs de tout à l'heure. Plus méchants qu'avant. Oui, qui sont plus méchants qu'avant. Il a déplacé sa position psychique, donc sa position désirante, d'une manière si considérable qu'il en a perdu toute disposition au compromis, à la négociation, à la transaction. C'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle toutes les institutions dont la logique politique reposait sur cette hypothèse de la passation des compromis raisonnables sont en train de s'écrouler. Syndicats, gauche social-démocrate, etc. Je veux dire, ces institutions sont nulles et non avenues dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est dominé par le capital dans sa position psychique présente. Nulles et non avenues. Sauf pour grappiller des mietouilles, enfin, mais je veux dire des 3 fois rien. Un programme, même finalement pas très méchant comme celui de la France insoumise, qui consisterait à dire à rembobiner l'histoire pour revenir à une espèce de Fordisme, quoi. Ça ne serait pas tout à fait exact analytiquement, mais ça serait juste du point de vue de la teneur du rapport de force entre le capital et le travail qu'il s'agirait de réinstituer. Même une expérience comme ça, le capital ne la laissera pas faire. Il ne la laissera pas faire sur 2 fronts. Le premier front, c'est celui des marchés financiers. Le deuxième front, c'est celui des médias. Sur celui des marchés financiers, un gouvernement Mélenchon serait KO debout avant même de poser sa première fesse dans le fauteuil présidentiel. Et on l'a vu en 2017, quand, au début du mois d'avril, l'hypothèse Mélenchon au 2e tour, face à Le Pen, donc possible vainqueur, a commencé à prendre consistance. On a vu s'ouvrir sur les marchés de taux ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux d'intérêt français et le taux d'intérêt allemand, qui est supposé être la base des taux d'intérêt dans le système européen. Bon, imagine Mélenchon passe l'obstacle du premier tour, c'est la tempête financière. Mais la tempête financière qui t'élève les taux d'intérêt, mais dans une configuration grecque, de 1% qui sont aujourd'hui à 5, 10, 15, 20%, etc., ce qui rend le fardeau de la dette absolument écrasant, contraint soit à une austérité hors de toute proportion, puisque le service de la dette explose, soit à faire un moratoire sur la dette publique française et à en suspendre les paiements. Alors là, c'est le tsunami financier international. Enfin, tu vois, c'est des événements de proportion considérable. Et ceci avant même que le premier décret ait été signé, que la première loi ait été votée. Mais c'est ça. Mais donc, il est à la tête d'un État ruiné avant même d'avoir pris le pouvoir. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que c'est hyper dissuasif. Ta description, elle est tellement terrible, si tu veux, qu'on a le... Mais c'est même pas la peine d'essayer, en fait, parce qu'on n'aurait aucun levier d'action. À peine au pouvoir, déjà, les caisses seraient plus que vidées. La politique économique est échec et mat à T moins une semaine. C'est ça. À T0 moins une semaine. Voilà. Donc, en effet, c'est assez dissuasif. Mais en réalité, ce malheureux gouvernement, tout lui tomberait sur la coloquinte d'un seul coup. La réaction apocalyptique des marchés financiers, l'hostilité ouverte, frontale du capital non financier, alors qui se met là en mode grève de l'investissement, grève de l'embauche, etc. Mais alors, parce que le capital qui détient les clés de la reproduction matérielle collective peut la saboter, mais sur simple demande.
Et puis par là-dessus, les médias qui seraient alors là dans un régime de glapissement H24. Enfin, je te rappelle qu'en 83, bon, il avait fallu 2 ans aux socialistes de l'époque pour toucher terre, mais tout a bougé, tu vois. Toutes les structures de l'accélération ont été mises en place, celles des marchés financiers, celles des médias d'information continue, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est plus du tout le même monde. Moi, je dis qu'en 2 semaines, le gouvernement est torché, mais alors, mais gigantesque, quoi. Alors, que faire là contre? En effet, il n'y a pas 36 manières de s'en tirer, c'est-à-dire un gouvernement sans une insurrection à caractère quasi révolutionnaire derrière n'a aucune chance, en effet. Il n'a aucune chance. Bon. Et je veux dire, Et l'insurrection, pardon, mais elle ne remplit pas les caisses de l'État. C'est-à-dire que quand bien même ce gouvernement, il est accompagné par un soulèvement d'une ampleur à la hauteur de la gigantomachie, ça ne règle pas son problème structurel économique. Les marchés l'ont ruiné. Oui, mais ça recoule le problème économique dans des cadres absolument inédits. Puisque là, je veux dire, s'il se passe ça, on sort du capitalisme de fait. C'est de ça qu'il est question. Moi, c'est ça hein, mon point, c'est qu'il n'y a plus d'espace pour les solutions intermédiaires. C'est-à-dire entre le néolibéralisme qui va aller en croissant et en embellissant, qui va gagner toujours plus de terrain comme il le fait actuellement, et la solution de rupture révolutionnaire, je crois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espace entre les deux. Dire, les trajectoires social-démocrates n'ont plus aucune possibilité. Plus aucune. Bon, alors, oui, je veux dire, ça fait une alternative drôlement acérée. Alors là, en effet, quand on franchit le point L, on bascule dans un autre monde. Ça, c'est la dictature du prolétariat. On bascule dans un autre monde. Que tu assumes désormais. Oui, hein, on bascule dans un autre monde pour faire tout autre chose. Tout autre chose dans quoi l'idée de repayer la dette publique quasiment n'a plus de sens. Hein, tu vois, ça doit être une refonte des rapports économiques et sociaux fondamentaux dans lesquels ces questions-là deviennent de fait caduques. Elles ne se posent plus. La réorganisation est générale, fondamentale. Voilà. Donc, si tu veux, le problème n'est pas transporté à l'identique. Quand on franchit le point L, le problème change radicalement de nature. Ces données mêmes sont fondamentalement différentes. Alors oui, ça s'appelle dictature du prolétariat, cette chose, mais en réalité, tu sais, c'est parce que l'expression a été transformée en épouvantail qu'elle fait si peur. En réalité, elle est du dernier raisonnable. Lénine dit la chose suivante, la démocratie, c'est la dictature. C'est une dictature, forcément, puisque c'est la loi de la majorité, c'est la définition. Mais la loi de la majorité, par construction, elle est imposée à la minorité, qui vit ça comme une dictature. Bon. Alors, à ceci près que ce qu'on appelle la démocratie, disons la démocratie bourgeoise, c'est même pas la loi de la majorité qui est imposée, ou c'est la loi d'une fausse majorité, qui est la majorité électorale. Mais en réalité, c'est la loi d'une toute petite minorité de dominants qui ont refait l'intégralité des institutions à leur mesure et à leur intérêt. Bon. Nous, dit benoîtement Lénine, ce que nous nous proposons de faire, c'est tout simplement de réinstaurer le vrai sens de la démocratie comme dictature du prolétariat, c'est-à-dire dictature de la majorité réelle. Voilà. Ni plus ni moins.